Bonjour Monsieur Le Pen, voici un micro pour vous exprimer. Si vous voulez vous installer ici ou rester debout, à votre convenance. Ou ici ou debout, comme vous le souhaitez. Alors, nous allons tout de suite commencer, Monsieur Le Pen. Il y a dans la salle des femmes qui ont des questions à vous poser, des étudiants de Sciences Po et des personnalités qualifiées qui viennent du monde associatif ou du monde de l'entreprise. Donc Valérie, voilà. On va commencer. Et des femmes internautes qui ont répondu à l'enquête que nous avons lancée durant tout ce mois de mars sur notre site elle.fr. Nous avons interrogé les femmes sur leurs préoccupations, sur les sujets qui les intéressaient. Elles ont posé des questions. Et alors, dans cette enquête, on s'aperçoit notamment, je rentre dans le vif du sujet avec vous, que 64% des femmes pensent qu'il faut distribuer gratuitement des préservatifs dans les lycées et que 57% d'entre elles pensent qu'il faut étendre le délai d'IVG de 12 à 16 semaines de grossesse, comme c'est le cas dans d'autres pays d'Europe. S'il vous plaît. Alors, Monsieur Le Pen, quelle sera votre politique à ce sujet? Ce sont des lectrices d'elle, tout le monde? Ce sont des tout à fait, je crois. Ce sont des internautes, mais ce sont des femmes. Il y en a eu 200 000 quand même qui se sont connectés, donc c'est pas insignifiant. Voilà. Et dans la salle, il y a des étudiants de Sciences Po également. Comment? Et dans la salle, il y a des étudiants de Sciences Po qui sont ça, ici, des sciences qui nous accueillent. Les étudiants, en tout cas. Vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît, Monsieur Le Pen. Écoutez, c'est plus difficile de venir à Sciences Po que d'aller dans les cités. Hein. Il faut dire que dans les cités, ils sont plus polis, ils sont mieux élevés. S'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Précisément concernant le sondage. Précisément, Monsieur Le Pen, votre réponse. Pardon? Votre réponse. Votre question. Alors, ma question, c'était sur le fait que dans notre enquête, 64% des femmes pensent qu'il faut distribuer gratuitement les préservatifs dans les lycées et que 57% d'entre elles pensent qu'il faut étendre le délai d'IVG de la 12e à la 16e semaine de grossesse. Donc, voilà, un peu vos positions sur l'IVG. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit les sujets principaux qui préoccupent la population française et son destin. Est-ce que vous souhaitez répondre à ces questions ou pas, Monsieur Le Pen? Est-ce que vous voulez répondre à la question? Que souhaitez-vous en matière d'IVG, d'avortement? Écoutez, je suis pour la défense de la vie, mais je considère que chacun, en quelque sorte, a sa propre responsabilité vis-à-vis de son âme, vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même, et vis-à-vis aussi de la société et de sa patrie. Donc c'est votre réponse. OK. Concernant les préservatifs à l'école, la distribution gratuite? Écoutez, moi j'aurais une autre méthode à proposer qui est moins coûteuse. À ceux que ça préoccupe, c'est le manu militari. Vous voyez, c'est sans risque. Bon, bien. Alors, est-ce qu'on peut passer alors aux questions politiques? Puisque le ton du débat est donné. Est-ce que Isabelle Bérard est là? Est-ce que, voilà. Le ton est donné par votre auditoire. Hein. Est-ce que Isabelle Bérard est là pour nous parler de politique? Alors, non. Alors, est-ce que Françoise Larivière est là pour poser sa question, s'il vous plaît? Elle est juste ici, Monsieur Le Pen. Françoise Larivière. Monsieur Le Pen, bonjour. Bonjour. Ma question est, est-ce que vous comptez rétablir la peine de mort pour les crimes les plus odieux, les viols d'enfants et toute autre exaction dont nous sommes de plus en plus victimes? Oui, je pense que l'échelle des peines doit correspondre à l'échelle des crimes. Et que si l'on écrète l'échelle des peines, comme on l'a fait malheureusement récemment, en supprimant d'une part la peine de mort et en supprimant aussi la peine perpétuelle réelle, eh bien on déséquilibre totalement le système de répression pénale et donc de protection des innocents et de la société. Je suis donc partisan pour un certain nombre de crimes particulièrement odieux, et en particulier pour les criminels de responsabilité suprême, de rétablir la peine de mort. Les criminels, les serial killers me paraissent relever de la peine de mort, oui en effet. Quitte à modifier la Constitution. Quitte à modifier la Constitution. S'il vous plaît. Oui, j'ai trouvé scandaleux de faire entrer cette disposition dans la Constitution, mais ça n'est pas le moindre scandale que Jacques Chirac ait commis au cours de sa présidence. Merci. Alors, une autre question dans la salle, qu'elle soit politique ou qu'elle porte sur des sujets de société. Est-ce que... Je ne vous vois pas. Oui, alors Ourida, est-ce que Ourida est là pour nous parler peut-être des questions qui la concernent?
Oui, elle arrive. Bonjour monsieur. Bonjour. À tous. Je viens de la préparer en fait, un petit peu longue parce que j'ai envie de poser certaines choses avant de la poser. J'aimerais commencer par dénoncer pour soulager mon esprit la récurrence dans votre discours du thème de l'appel d'air, voire de l'invasion des immigrés, qui est un des socles de votre discours et qui est faux et manipulatoire. Au dernier recensement de la population immigrée, c'était donc en 2004, elle était de 4,9 millions, donc 8,1% de la population globale. En 1990, elle était de 7,4%, c'est pas énorme. Ces immigrés travaillent, cotisent, ils aiment la France. Ceux qui sont clandestins ne bénéficient pas de grand-chose, sauf peut-être du salaire de la peur au quotidien. Une fois cela posé, je souhaiterais vous demander quel est votre avis sur l'apport positif de l'immigration, notamment pour la reconstruction de la France après les grandes guerres. On est venu embarquer des Algériens, moi je suis à moitié algérienne, par village entier pour venir travailler dans les mines, reconstruire les villes. Les appartements où on vit ont été construits par eux, les routes aussi. Donc quel est l'apport positif pour vous de l'immigration et donc pour la relance de l'économie à ces moments-là? Et ne pensez-vous pas qu'il est grand temps de redonner de la dignité aux millions d'entre eux qui ont contribué, en étant très souvent bafoués, à la grandeur de la France? Je conteste vos chiffres et je conteste leur interprétation. Je prends un exemple précis. Quand vous dites qu'après la guerre, dans un pays de 40 millions d'habitants, on a attendu l'arrivée des immigrés, raflés, dites-vous, dans les villages, par des gouvernements socialo-communistes, probablement, je me souviens, je crois me souvenir. Oui. Eh bien, oui, mais c'est comme ça, c'est la vérité. C'est la vérité historique. Ils sont venus 400 000 sur 40 millions. Ne nous racontez donc pas la légende des étrangers qui ont, d'ailleurs c'était des Français en l'occurrence, qui ont reconstruit la France, creusé les mines, établi les voies de chemin de fer, et élevé les bâtiments. C'est faux. Ils ont contribué à leur proportion au travail. Je vais vous dire pourquoi ils ont été amenés. Le monsieur Pompidou l'a avoué un jour. Ils ont été amenés pour faire pression à la baisse, d'une part, sur les salaires manuels des travailleurs français, et d'autre part, pour faire échec aux tentatives insurrectionnelles de la CGT, car la plupart d'entre eux ont été inscrits dans des syndicats jaunes qui devaient faire pièce précisément à l'action révolutionnaire du Parti communiste et de la CGT. Est-ce que ça répond à la question de Hourida? Je ne sais pas. À propos de la dignité des immigrés qui ont aidé à la reconstruction de la France, Monsieur Le Pen. Écoutez, ces gens qui sont venus en France ont été payés, comme sont payés nos travailleurs qui vont dans d'autres pays. On ne leur doit rien d'autre que leur salaire, on ne leur doit pas une reconnaissance particulière. Ils ont été salariés, ils ont eu les avantages sociaux de leur situation, en tous les cas, celles qu'avaient établies les gouvernements de cette époque, qui, je le rappelle, étaient tripartites, c'est-à-dire MRP, socialo-communiste. Et est-ce que vous voyez des aspects positifs à l'immigration, qui était la question, la deuxième partie de la question? Mais dans un certain sens, oui. Quand c'est bien sûr, si c'est Léonard de Vinci, c'est sûr. Bon. Le gros avantage que j'ai sur votre auditoire, c'est que moi, j'ai été travailleur manuel. J'ai eu des camarades immigrés, marocains, dans les mines. Vous n'en avez jamais vu qu'au cinéma. Par conséquent, pardon, c'est moi qui connais la situation. J'ai été travailleur manuel dans des métiers très durs. J'ai été marin-pêcheur de chalutier. J'ai été mineur de charbon. Quand vous en aurez fait autant, vous viendrez me donner des leçons. Alors, s'il vous plaît, S'il vous plaît, dans la essaye salle. d'établir Mademoiselle, une une question. Elle est juste là, Oui. monsieur. Alors, bonjour, On vous entend pas. je voudrais On vous vous entend interroger sur une de vos affiches électorales où on voit une jeune fille, apparemment d'origine immigrée. Je voudrais savoir, c'est juste une stratégie marketing pour attirer à vous des Français d'origine immigrée ou ça signifie qu'il y a et donc aussi pour adoucir un peu votre image sulfureuse, ou est-ce que il y aurait un changement de programme au FN, voilà. Vous admettez sans doute que le marketing est un des éléments de la propagande politique. Ça n'est pas absolument indécent, éventuellement.
Hein, ça consiste à faire valoir des idées sous une forme picturale, plus sensible, plus compréhensible par un certain nombre de gens. Vous me dites que c'est une personne d'origine immigrée. Je vous en laisse la responsabilité parce que vous auriez pu imaginer aussi que c'était une petite jeune fille originaire des Dom-Tom ou même une petite jeune fille née en métropole depuis au moins 3 générations. Mais vous avez préféré trouver cette explication. Eh bien, écoutez, que chacun trouve son miel dans mon affiche. J'ai posé la question parce que je me suis intéressée à cette question pour un reportage dans le cadre d'un cours. J'ai posé la question à Monsieur Touzet, je crois qu'il fait partie de votre service propagande politique, qui m'a dit qu'elle était d'origine immigrée. Donc, c'est pas une fable de ma part. Qui vous a dit ça? Monsieur Touzet, qui fait partie de votre bureau. Écoutez, la prochaine fois, vous inviterez Monsieur Touzet pour vous donner ses commentaires sur les choix picturaux des affiches électorales. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que ce choix a eu un impact indéniable. Et je suis heureux qu'il ait fait se poser des questions sur ce qu'était la réalité de l'attitude de Jean-Marie Le Pen par rapport notamment au phénomène de race. Et je voudrais vous préciser que la première fois que j'ai été élu député, il y a 51 ans, mon deuxième de liste était noir. Il était... Oui, il s'appelait Roger Sauvage. Il s'appelait Roger Sauvage. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez les candidats s'exprimer, merci. Il s'appelait Roger Sauvage et il était capitaine de l'escadrille Normandie-Niemen, de surcroît. J'ai été le premier homme politique français à présenter la candidature d'un arabe à la députation à Paris en 1957. Et j'ai été le premier à faire élire une musulmane au Conseil régional d'Île-de-France en 86. Faites mieux. Donc vous avez des bons alibis. Alors, est-ce que Catherine Chouchon est là pour prendre la parole devant le micro? Si vous désirez Catherine Chouchon et après Graziella Robert. Catherine Chouchon. Monsieur Le Pen, je vais vous poser une question que j'ai déjà posée tout à l'heure, sachant qu'il y a 5 millions de musulmans en France, des musulmans français, qui, dans leur immense majorité, ne sont pas très riches. Est-ce que vous accepteriez de modifier la loi pour que l'argent public, donc une partie de l'argent de nos impôts, aide à financer pour eux des mosquées? S'il vous plaît. Je suis hostile au financement public des mosquées, parce que c'est contraire à la loi de 1905, comme d'ailleurs vient de le reconnaître le commissaire de gouvernement du tribunal de Marseille, qui a requis, je crois que c'est hier, l'annulation de la disposition municipale de M. Gaudin, qui accordait un bail amphithéotique de 99 ans pour construire une mosquée cathédrale. Le tribunal, sans doute, vous savez que le tribunal administratif suit généralement le commissaire du gouvernement dans ses réquisitions. Il est très probable qu'au mois d'avril, dans quelques jours, le tribunal administratif de Marseille annulera l'arrêté de monsieur le maire de Marseille. Et confirmant ainsi une jurisprudence qui a tendance à s'établir maintenant, à savoir que les tribunaux français ne reconnaissent pas la validité des dons qui sont faits à des organisations religieuses par des municipalités ou par des offices publics. Est-ce que ça répond à votre question? Pas tout à fait, parce que je crois que cet argent n'est pas suffisant. Mais si vous prenez la France catholique, il y a des églises depuis que le catholicisme existe. Donc, il n'y a pas de problème de construction d'églises. Or, les mosquées, il n'y en a pas assez pour les musulmans. Vous connaissez mal la loi, vous savez que les églises en France... La différence, c'est que les églises en France, on les construit depuis plus de 1000 ans. Eh ben, c'est bien ce que je Alors dis. que les mosquées, à ma connaissance, au moment où vous parliez des 400 000 immigrés, qui n'étaient d'ailleurs pas immigrés, mais qui venaient en France travailler, qui étaient musulmans, il y avait une mosquée, qui était la mosquée de Paris, qui avait d'ailleurs été érigée pour remercier les combattants tombés pour la France en 14-18. On n'a revendiqué aucune autre mosquée que celle-là. Comment se fait-il que maintenant, il y a un grand mouvement de revendication de ces constructions de mosquées? Et d'ailleurs, moi personnellement, j'admets parfaitement qu'on fasse des édifices du culte. La seule chose que je refuse, ce sont les mosquées cathédrales, qui sont généralement financées par l'Arabie Saoudite dans un but de propagande. Eh ben, et ça, je ne l'accepte pas. Finançons-les avec de l'argent français. Eh bien, je ne l'accepte pas de la part de l'Arabie Saoudite, mais si on construit des mosquées, c'est-à-dire des lieux de culte, qui ne sont pas
qui n'ont pas un aspect visiblement provoquant ou conquérant, eh bien je suis d'accord. S'il s'agit de Dieu et pas de la politique que l'on fait sous son couvert. Une autre question dans la S'il vous salle, plaît. ici à gauche, mademoiselle. Bonjour monsieur, à Paris ou en région parisienne, 90% des personnes qui se présentent pour des emplois de garde d'enfants à domicile sont des femmes étrangères ou d'origine étrangère. Si ces femmes n'étaient pas là, qui garderait nos enfants? Oui, c'est une bonne... Alors la garde d'enfants, monsieur Le Pen. Oui, je crois que c'est un raisonnement spécieux, si vous voulez. Et si en effet, ce sont des femmes étrangères, vous me dites qu'elles sont étrangères ou qu'elles sont françaises? Parce que je voudrais savoir. On me dit d'un côté que les 5 millions ou 6 millions, je crois, le revendique-t-il, sont des Français, et d'un autre côté, ce sont des étrangers. Ils sont français ou ils sont étrangers? Par conséquent, si les enfants sont gardés par des femmes françaises dans les crèches, je ne vois absolument aucun inconvénient à cela. Et même si ce sont des femmes étrangères, si elles sont dans une situation régulière, si elles ne sont pas en situation régulière, selon moi, elles doivent être invitées à rentrer chez elles, puisque nous sommes dans un pays qui compte 5 millions de chômeurs, et qui compte aussi 7 millions de pauvres, au-dessous de 500 €. Et que par conséquent, si la France a des générosités à faire, elle doit d'abord les faire vers ses propres enfants. D'autant que ce sont eux qui payent en plus. Alors, monsieur Le Pen, vous ne répondez pas vraiment à la question sur la garde d'enfants. Monsieur Le Pen, s'il vous plaît, la question sur la garde d'enfants, vous ne répondez pas vraiment concrètement. Quelles sont les mesures, vous, que vous prendriez pour justement aider les femmes qui veulent travailler? Écoutez, et qui ont moi, des enfants à garder? je fais une proposition qui est relativement coûteuse et importante. C'est de permettre aux femmes qui le souhaitent, de pouvoir élever leurs enfants. Et pour cela, de leur attribuer un revenu parental du niveau du SMIC pour le premier enfant pendant 3 ans, pour le deuxième pendant 3 ans, pour le troisième pendant 4 ans. Il s'agit là des femmes qui souhaitent élever leurs enfants. Et je dois dire que je suis en faveur de cette pratique. Parce que je crois que l'apprentissage humain dans tous ces domaines se pratique dans la petite enfance avec beaucoup d'efficacité et généralement par mimétisme. C'est l'influence qui est exercée, pas seulement pour la formation du corps, pour la formation de l'esprit, mais aussi pour la formation de l'âme, du cœur, de l'affectivité. Tout cela, c'est construire un petit homme ou une petite femme. Et je ne suis pas absolument sûr que cela soit réalisé dans les écoles maternelles, quelle que soit la qualité des personnels qui sont à la disposition de ces écoles. Alors je souhaite donc, moi, que, en tous les cas, les femmes qui souhaitent plutôt travailler, ou qui souhaitent plutôt travailler en un moment donné, je crois que tout doit être fait pour faciliter la garde de leurs enfants. Pour l'instant, cette garde, je crois, est financée par les communes, par les municipalités. C'est quelquefois d'ailleurs très coûteux, il faut le dire, et je souhaite que ce système soit amélioré, puisque je suis un partisan du développement de la démographie française. Je souhaite qu'il y ait plus d'enfants. Et par conséquent, je pense qu'il faut aider, investir. Or, je regrette, madame, si cet investissement a été fait depuis 30 ans de façon quelquefois involontaire en faveur de l'immigration, j'aurais préféré qu'elle soit faite en faveur du développement de la population française. Oui. Bonjour, pardon, excusez-moi, ça va juste à la suite de ça. S'il vous plaît, pas tout le monde en même temps. Pardon. Si vous avez des questions, venez jusque-là, jusqu'au micro. Allez-y. Bonjour Monsieur Le Pen. Dans le cadre de ce dont vous venez de parler, si une femme, je me sens concernée puisque j'ai 3 enfants en bas âge, si une femme fait le choix de travailler et de ne pas élever à plein temps ses enfants, que ferez-vous concrètement pour l'aider à concilier sa vie privée, sa vie familiale, sa vie professionnelle et également ses engagements qui peuvent être associatifs ou politiques? Merci. Que ferez-vous pour aider la conciliation entre la vie privée, la vie professionnelle et éventuellement même les femmes qui sont dans le milieu associatif ou celles qui font de la politique? Alors peut-être qu'après on abordera la question de la parité. C'est sûr, mesdames, mesdemoiselles, que vous avez de ce côté de la vie un handicap social et que vous êtes chargé. Ben oui, c'est ainsi. Une bande d'imbéciles. Vous savez que huer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est ça. Si c'est ça le mode de raisonnement qu'on apprend à Sciences Po, ben merci. Vous pouvez au moins écouter. Monsieur Le Pen, s'il vous plaît. On reprend la discussion calmement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Moi, je veux bien être ici pour répondre aux questions qui me sont posées. S'il vous plaît.
pas pour être insulté par des nervis ou des provocateurs. S'il vous plaît. Voilà. Alors j'ai dit donc que la société féminine française souffrait de handicap structurel, si je peux dire, puisqu'aussi bien reposent sur leurs épaules deux responsabilités quand elles travaillent, c'est-à-dire celle de leur travail, mais aussi bien sûr celle de leur famille, voire même celle de leur foyer. Et ceci les met dans une situation, bien évidemment, de fatigue, de stress, qu'on doit essayer de résoudre ces problèmes au mieux, en essayant de respecter la liberté de chacun de faire son choix pour une solution ou pour l'autre. Mais c'est de l'intérêt national, c'est de l'intérêt de tous que d'essayer de fournir à ceux ou celles qui veulent travailler en même temps qu'élever des enfants, eh bien, les solutions qui sont les plus favorables. C'est-à-dire, concrètement, Est-ce que vous avez des propositions concrètes sur ce sujet? Vous y avez réfléchi? Madame, je suis candidat à la présidence de la République. Le président de la République a dans notre Constitution un certain nombre de fonctions fondamentales, dont personne ne parle d'ailleurs. Il est à ce titre le chef de l'État, c'est-à-dire un personnage qui n'est pas le chef du gouvernement. Notre Constitution disposant que c'est le chef du gouvernement qui détermine et qui conduit la politique française. Je remarque que dans cette campagne électorale, on a dérivé, volins-nolins, vers une conception américaine, peut-être sous l'influence de M. Sarkozy, une confluence américaine du rôle du chef de l'État, c'est-à-dire un chef de l'État qui serait en même temps chef de gouvernement. Ça n'est pas ma conception, mais cependant, je confesse que j'ai été entraîné à la remorque de tout le monde, à donner un certain nombre de préconiser un certain nombre de solutions qui, sans entrer dans les détails extrêmes de Mme Royal ou de M. Sarkozy, constituent, il faut bien le dire, des lignes de force de gouvernement. Mais ça n'est pas, je voudrais que vous soyez bien consciente, madame, que ça n'est pas au chef de l'État de vous dire quels seront les horaires des crèches, ni la manière dont elles seront financées. Ben, c'est en tout cas une question qui intéresse les femmes et les grandes orientations, sans rentrer dans les détails, ou en tout cas des mesures essentielles qui pourraient être prises dans ce domaine, ne sont pas inintéressantes pour les femmes. C'est un sujet de société important. Oui, les femmes font partie de cette... C'est ce que je m'efforce de faire, très modestement, je dois le dire. Alors, une question peut-être ou de Graziella Robert ou d'une étudiante à Sciences Po. Maha Tissot aussi, si elle est dans la salle. Alors, Maha Tissot. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous proposez pour supprimer la différence de salaire entre hommes et femmes à poste égal. Lutter contre les inégalités salariales. Ayant été chef d'entreprise, je sais quelles sont les difficultés que rencontrent ceux-ci dans le commandement des personnels masculins ou féminins. Alors, moi, je suis partisan, à égalité de talent et de responsabilité, de l'égalité de traitement ou de salaire, à condition aussi tout de même que ceux-ci soient calculés par rapport aux horaires de présence. Je sais bien quelles sont les raisons majeures qui font quelquefois que les femmes ne peuvent pas occuper ce poste de travail. Mais je crois que ça doit faire partie aussi de leur, comment dirais-je, de leur statut social, que ces absences soient compensées dans un autre cadre que dans celui de l'entreprise. Voilà ce que je pense. J'aimerais juste préciser... Ça répond à votre question sur l'inégalité entre les salaires. Pas exactement, parce qu'en fait, moi, je constate que des femmes... Il y a des femmes qui font le même nombre d'heures, voire davantage que des hommes, mais ce n'est pas corrélé dans les salaires. Eh bien, dans ce cas-là, elles devraient être mieux payées. Ça ne me choquerait pas. Et concrètement, qu'est-ce que vous ferez pour contrôler effectivement que les entreprises appliquent bien ce respect au niveau des traitements? Quelles sont des mesures pénales, financières ou autres? C'est une question qu'il faudrait poser à Mme Parisot, ça, la présidente du MEDEF, qui me paraît être plus qualifiée que moi pour vous répondre sur l'attitude que peuvent avoir les entreprises, et en particulier les grandes entreprises. Moi, je vous donne mon point de vue personnel de candidat, je ne vous donne pas mon point de vue personnel de patron, encore que je dirige une entreprise qui a quand même entre 50 et 100 salariés, selon les moments, qui est le parti politique que je dirige, dont je suis le chef du personnel, d'ailleurs.
Et en tant que président, éventuellement, vous n'avez pas pris de mesures pour ces entreprises? Est-ce qu'il faudrait des sanctions pénales? Est-ce qu'il faudrait des amendes pour ces employeurs qui ne rémunèrent pas au même niveau les femmes et les hommes? Écoutez, je trouve que nous sommes dans une société qui a déjà une très grande tendance à la coercition. Et je note que toutes les propositions qui sont faites sont toujours sous menace d'amendes, de sanctions, de pénalités, de condamnations diverses. Moi, je suis plutôt partisan de la discussion et de l'incitation. Je crois que si on doit arriver à cette modification sociologique souhaitable, eh bien, il faut essayer de le faire en encourageant les entreprises qui s'y prêteraient, qui s'y soumettraient, en leur fournissant des avantages plutôt qu'en les menaçant de sanctions ou d'amendes diverses. Graziella Robert, très vite, une question. Oui, bonjour, Monsieur Le Pen. Si vous pouvez parler fort. Bonjour. Merci. Oui, bonjour, Graziella Robert pour Médecins du Monde. Je souhaiterais que vous ne fâchiez pas parce que personnellement, il sent que vous le prenez mal. C'est vrai que vous parlez avec une grande émotion et donc ça provoque aussi la mienne et je suis un tout petit peu peur. Donc, simplement, non, mais je parle très franco. Donc, je voulais savoir, en dehors de votre, vos propositions qui sont très centrées dans tout votre discours sur l'immigration, pour régler en tout cas une grande partie des problèmes, apparemment c'est vos propositions économiques dans ce pays. Quelle autre proposition vous pouvez faire pour, par exemple, pour les personnes sans abri, les personnes qui sont en situation de précarité, et pour garantir également aux étrangères gravement malades, je dis garantir parce que normalement c'est quelque chose déjà qui s'est fait, mais garantir aux étrangers qui sont gravement malades la non-expulsion et l'accès aux soins. Parce que les renvoyer dans leur pays dans ces conditions, c'est vraiment un arrêt de mort. Donc voilà, je vous remercie si vous pouvez me répondre à ces questions. Ma fonction, celle à laquelle j'aspire, c'est évidemment de défendre par priorité les Français, puisque je serai chef de l'État français. Et que personnellement, je pense qu'il est légitime qu'il y ait dans notre pays ce que j'appelle la préférence nationale, qui aujourd'hui d'ailleurs est pratiquement un délit. Oui. S'il vous plaît, vous laissez le débat. S'il vous plaît, on connaît vos opinions. S'il vous plaît, laissez s'exprimer Jean-Marie Le Pen. Alors, je dois dire que je considère que les Français ont un droit légitime, comme d'ailleurs dans tous les autres pays du monde le sont leurs citoyens respectifs, à être mieux traités dans leur pays qu'ils ne le sont ailleurs, ou que ne le sont les étrangers. Je consiste... S'il vous plaît, répondez. Je voudrais dire d'ailleurs que je ne suis pas xénophobe, je suis francophile. C'est-à-dire que je n'ai aucune hostilité à l'égard des étrangers, mais quand je serai au pouvoir, les étrangers devront savoir qu'ils sont souhaités chez nous à une condition, c'est qu'ils assument leur propre subsistance. Car rien d'autre ne leur sera accordé. Avec 2500 milliards d'euros de dettes, la France ne peut pas se payer ce luxe. Avec 7 millions de pauvres, elle se doit d'abord aux siens avant de se devoir à ceux des autres. Mais j'accuse les partis politiques depuis 30 ans d'avoir ignoré des phénomènes fondamentaux comme l'augmentation de la population mondiale de 1 milliard à 7 milliards d'habitants en un siècle, de la même manière qu'ils ont d'ailleurs, ils n'ont pas compris que la vie avait augmenté de 15 ans et que par conséquent c'est ce qui les a portés à mettre l'âge de la retraite à 60 ans au moment où les Allemands sont en train de la mettre à 67 et à mettre en plus les 35 heures qui ruinaient l'économie française. Alors on peut faire ce genre de choses, mais on va dans le mur et on n'y va plus, on y est. Par conséquent, maintenant c'est le problème, il faut reculer. Quand on est dans une impasse et qu'on a été dans le mur, il faut essayer de s'en sortir pour prendre une autre voie que celle-là. Alors je dois vous dire que pour être parfaitement clair, si j'arrive au pouvoir, je décréterai immédiatement l'immigration zéro. C'est-à-dire que, compte tenu de l'énorme stock de population étrangère entrée chez nous depuis 30 ans, l'énorme stock de population étrangère entrée chez nous depuis 30 ans, si nous devons faire l'effort d'intégrer, voire même selon mes vues à moi, d'assimiler ces populations, il est bien évident qu'on ne peut pas le faire
s'il continue d'entrer dans notre pays 3 à 400 000 étrangers nouveaux par an. Ce n'est pas possible. Et par conséquent, cela ne se fera pas. Et donc, je prendrai des dispositions pour pouvoir essayer de stabiliser la situation. Je mettrai d'ailleurs, comme je suis un adversaire résolu de la double nationalité, je mettrai les gens à double nationalité devant le choix. Ou bien ils se déclareront français et ils auront droit à toutes les prérogatives attachées à cette nationalité, ou ils se déclareront étrangers, auquel cas ils seront soumis au droit général des étrangers, à savoir qu'ils peuvent rester dans notre pays, mais ils ne peuvent y rester qu'à leurs frais. Monsieur Le Pen, vous n'avez pas répondu à ma question, s'il vous plaît, par rapport aux étrangers malades. Écoutez, juste en un mot. Si ce sont des étrangers, si un étranger tombe gravement malade, comme cela, hein, c'est-à-dire s'il n'est pas arrivé avec le sida ou avec une autre maladie en venant... Non, mais Monsieur Le Pen, s'il vous plaît, des gens qui sont malades, comment vous pouvez... Si c'est accidentel, madame, nous ne donnerons pas la preuve de notre inhumanité en ne le soignant pas. Mais je pense que peut-être aussi doit-on, à la frontière française, être plus vigilant que l'on est, par exemple, sur les gens qui entrent en France pour exiger d'eux, comme dans la plupart des autres pays du monde, des qualités de santé nécessaires. Nous ne sommes pas obligés de porter toute la misère et toutes les maladies du monde sur notre dos. Monsieur Le Pen, est-ce que vous êtes favorable à un débat entre les candidats avant le premier tour, un débat que souhaitent de nombreux candidats? Oh, tout à fait. J'étais même tellement sûr de cela que je pensais que j'aurais un débat avec M. Chirac au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2002. Mais je suis obligé de constater qu'il s'y est dérobé. Et je pense que ceux qui font ces propositions aujourd'hui ne sont pas très sincères. Moi, personnellement, j'y suis prêt, bien sûr. Ok, alors, quelles sont vos 3 propositions alors? Monsieur Le Pen, est-ce que vous pourriez nous dire les 3 propositions, les 3 mesures que vous prendriez en faveur des femmes si vous êtes élu à la présidence de la République? Pardon? Les 3 propositions, les 3 mesures en faveur des femmes, comme nous l'avons demandé à chaque candidat. La première, c'est évidemment le revenu parental, le salaire parental, dont j'ai détaillé tout à l'heure la composition et qui est à la hauteur du SMIC, qui doit permettre aux femmes qui le souhaitent de soigner et d'élever leurs enfants elles-mêmes jusqu'à l'âge de 10 ans au moins. Voilà. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est peut-être une mesure en faveur de l'égalisation des salaires. Encore que, faudrait-il dans ce domaine obtenir le concours et l'accord des organisations syndicales, patronales et ouvrières. La troisième, je ne sais pas. Une troisième proposition concrète. Oui, une troisième. Je sais qu'avec ces antisèches, les pics de la Mirandole du fond savent très bien comment répondre à ces questions. Le salaire parental. Et pas de dernière proposition? Oui, je vous ai dit l'égalisation des salaires. Hommes-femmes, oui. Hommes-femmes, absolument. D'accord. Très bien. Donc ce sont vos mesures, Monsieur Le Pen? Voilà. Vous n'avez pas de troisième? On conclut avec les mesures pour les femmes? Si vous voulez, voilà. Je n'ai pas amené mon catalogue avec moi, mais si je l'avais amené, je vous pourrais le défiler si vous voulez. Non, mais si vous souhaitez répondre à d'autres questions, il y a d'autres questions dans la salle. Si vous souhaitez répondre, il y en a d'autres. Écoutez, si elle m'interrogeait de temps en temps, ce qui n'est jamais le cas, mais si elle me fait un interview, j'y répondrai très volontiers. Et ces lectrices sauront ce que je pense. Allez, vous pouvez leur dire, c'est le moment ou jamais. Mais oui, bonjour. Alors j'ai une question très simple. C'est la dernière question, après je crois que M. Le Pen doit partir. Alors j'ai remarqué que dans votre équipe de campagne, il n'y a pas beaucoup de femmes. Je voulais savoir si votre gouvernement serait paritaire. Est-ce que votre gouvernement serait paritaire? Votre gouvernement serait-il paritaire? Comment pas? C'est-à-dire Pourquoi? Je pourrais vous répondre oui. C'est ce que vous répondrez probablement. Si vous répondez oui, je vous demande. Je vous dirai oui en n'en pensant pas le moindre mot, puisque je me rappelle du sort qui a été réservé aux Jupettes par M. Juppé, qui, sans faire la parité dans son gouvernement, avait fait un geste un peu démagogique en y faisant entrer un certain nombre de femmes. Quelles sont les raisons pour lesquelles il les a expulsées par la suite? Je n'en sais rien. En tous les cas, j'ai trouvé que le geste était plutôt disgracieux. Mais s'il y a des femmes, et il existe des femmes
de très haute qualité, je ne vois pas pourquoi elle ne ferait pas partie de mon gouvernement, puisque le grand homme du Front National, c'est une femme, c'est Jeanne d'Arc. Bien, nous allons... Merci. Je crois que Monsieur Le Pen, votre équipe vous attend et que vous devez repartir. Voilà. Alors, alors je vous demande, chère madame, si vous avez l'occasion, je suis tout prêt à répondre à un grand interview du journal Elle, tout à fait prêt à répondre à un grand interview du journal Elle qui pourra me poser des questions auxquelles je pourrais répondre autrement que par le brouhaha bourricotique de la forme. J'ai pris note. J'ai pris note, Monsieur Le Pen. Merci, voilà. Tenez, c'est par là, voilà. Merci d'être venu, Monsieur Le Pen.